Alors, je voudrais déjà vous saluer tous, où que vous soyez, quel que soit le lieu d'où vous nous regardez ou où vous êtes connectés. Je vous salue également de la part, comme je le fais habituellement, et je pense que c'est important, de Christian Roblin, qui est dans les spectateurs, mais qui est le président du collège maçonnique au sein duquel nous nous situons et nous organisons ces entretiens d'été. Et une fois encore, nous allons remercier Jean-Robert qui assure la technique, comme toutes les semaines depuis le 24 juin. Voilà. Alors, je vais peut-être tout de suite passer la parole à Alain Noël, parce que nous nous trouvons ce soir dans une situation un petit peu particulière, mais comme quelque part nous sommes aussi des urgentistes, nous savons faire face et parer aux situations. Donc, Alain Noël, je te donne la parole. Merci Marie-Thérèse. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, le plaisir de retrouver un certain nombre de sœurs et de frères fidèles à nos entretiens d'été depuis la fin juin. Il se trouve que cette soirée est un peu particulière car il y a une nouvelle contrariante et une nouvelle qui l'est moins. Je vais commencer par la nouvelle contrariante, notre conférencier Dominique Bourg, qui est professeur émérite à l'université de Lausanne en Suisse, et toujours dans les difficultés ferroviaires, c'est-à-dire qu'il devait être à Lausanne en début d'après-midi, en venant du sud profond de la France, et je l'ai eu au téléphone il y a quelques heures, il est toujours dans le train. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas assurer la conférence, et j'ai échangé avec lui assez longuement, je le connais depuis quelques temps. Il a proposé de reporter à plus tard. Il nous a semblé que ce n'était pas une bonne solution que de reporter comme cela. Nous le réinviterons dans des circonstances différentes quand cela sera possible, peut-être dans un contexte différent. Et nous nous sommes enquis par téléphone les uns et les autres, avec Marie-Thérèse et moi, et Jean-Robert, et Christian Roblin, et Alain Bocard, et Frédéric Montes d'une solution de remplacement. Il se trouve, et ça c'est la bonne nouvelle, que Frédéric Montes, qui fait partie de la commission d'éthique de la Grande Loge féminine de France et qui est très centré sur ses activités, j'allais dire, maçonniques sur les domaines de l'environnement, a accepté de faire un petit topo, comme on fait en loge, on va changer un peu de manière, de faire un petit topo sur lequel nous pourrons tous, les uns et les autres, intervenir et compléter. Donc, j'excuse profondément Dominique Bourg, qui est très désolé de ne pas pouvoir être parmi nous et d'être toujours dans le train. Aux dernières nouvelles, il était toujours entre Dijon et Lausanne, ce qui est très, très bien sur le plan des paysages que l'on rencontre à cette heure-ci. Et je remercie Frédéric Montes, mais je pense que Marie-Thérèse va vous la présenter et va également la remercier. Marie-Thérèse, tu as la parole. Voilà, bah écoute, merci Alain Noël. Alors, je vais aussi présenter Alain Bocard, que vous voyez ici. Alain Bocard qui sera donc animateur. Il était prévu animateur, bah, il sera encore animateur. Et Alain Bocard est le président de l'Académie de Provence. Donc, pour ceux qui font partie d'une académie, vous recevez régulièrement des informations de l'Académie de Provence, et même d'autres sans doute. Donc, c'est Alain qui est l'animateur de cette académie. Donc, merci Alain d'avoir bien voulu participer à cette rencontre, à cet entretien de ce soir. Tout le Quant à plaisir est pour moi. Frédéric, quant à Frédéric, alors vraiment Frédéric, merci infiniment. Frédéric est une sœur de la Grande Loge féminine de France, et donc elle était prévue comme étant animatrice. Et du coup, elle va se retrouver conférencière, mais alors vraiment au pied levé. Il faut savoir que Frédéric est une sœur qui, depuis de très, très nombreuses années, est intéressée par toutes les questions environnementales. Elle est vraiment, voilà, c'est son truc, l'environnement, même si ce qu'elle fait sur le plan professionnel n'a pas forcément grand-chose à voir avec ça, puisqu'elle est plutôt dans le domaine de la gestion. Mais bon, l'environnement l'a toujours passionnée, et c'est comme cela qu'au sein de la commission éthique, bioéthique de la Grande Loge féminine de France, elle a accepté de prendre la direction du groupe
environnement qui travaille très régulièrement sur toutes ces questions d'éthique qui tournent autour de ces sujets. Donc vraiment, Frédéric, voilà, je veux dire que je sais, tu vas dire c'est normal, on doit faire face, etc. Mais quand même, c'est vraiment très, très appréciable. Merci infiniment. On est tous tout à fait reconnaissants. Donc, Frédéric va s'exprimer pendant un petit quart d'heure, hein, voilà. Et puis, on rebondira derrière. Et tous, écoutez, vous pourrez poser vos questions comme d'habitude. Et que ce soit Frédéric, Alain Noël, peut-être qui sera plus centré sur les questions, on va dire, sanitaires ou philosophiques, Jean-Robert peut-être sur l'économique, on va faire un débat et une discussion autour des problèmes de l'écologie. C'est une occasion qu'il faut que nous sachions saisir, nous le faisons. Donc, Frédéric, c'est avec beaucoup de plaisir que nous te cédons la parole. Merci beaucoup Marie-Thérèse. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de faire une petite introduction, comme Marie-Thérèse l'a dit. Alors, c'est vraiment en toute modestie. J'ai eu peu de temps pour préparer cette intervention et je compte sur votre bienveillance. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire un constat, hein, de parler d'un sujet d'actualité, à la fois de la crise sanitaire et ce qu'il y a un peu derrière, donc des raisons aussi peut-être écologiques, la crise écologique qui vient, enfin qui est là déjà. Donc le constat, que vivons-nous en ce moment? Une crise majeure de notre rapport au monde. Et la crise sanitaire en est un bon exemple. J'aimerais que ce soit un passage, une alerte, mais je pense que malheureusement, elle vient nous dire que l'urgence est là et que la dégradation s'installe. Donc, qu'est-ce que le vivant comment on va pouvoir exprimer ça? On va dire que jusqu'à présent, la vie que nous connaissons aujourd'hui a bénéficié depuis 20 000 ans de conditions climatiques particulières et on va dire parfaites pour développer la vie, hein, donc des conditions de climat qui se sont à peu près maintenues. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on voit ces conditions climatiques se dégrader. Donc, ce que nous vivons, ce que nous risquons, c'est la dégradation des conditions d'habitabilité de notre planète. Voilà ce qui se passe. Donc, on parle beaucoup du climat et du réchauffement climatique. Quand on parle de degrés en plus, en fait, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des degrés, on passe de 18 degrés à 20 degrés. Il faut comprendre ces degrés comme si nous avions de la fièvre. Et quand on passe de 38 degrés à 39 degrés, c'est déjà grave. Et quand on arrive à 40 degrés, il est vraiment déjà presque trop tard. Quand on dit on essaie de ne pas dépasser les 2 degrés d'ici à la fin du siècle, que nos conditions d'habitabilité soient respectées, c'est vraiment important en fait. 2 degrés, c'est déjà vraiment important. Et nous sommes en train de constater que nous allons les dépasser. Donc aujourd'hui, nous vivons dans notre chair des dégradations, incendies multiples. On l'a vécu cet été, mais on le vit maintenant de manière régulière, au moins depuis 2018. De grands incendies, mais il y a aussi des tempêtes. Enfin, nous faisons face à des tempêtes, des inondations, des sécheresses majeures. Et on voit bien que l'été, cette année, n'a pas été au rendez-vous. Donc, dans ce contexte, on va dire qu'il serait bien de ne pas dépasser 2 degrés parce que 2 degrés, c'est le seuil au-delà duquel nous ne savons pas comment ça va se passer. Nous n'avons aucune maîtrise de ce qui pourrait advenir. Voilà. Donc, le coût des catastrophes augmente. Ça, c'est un fait. Des catastrophes que on dit que ce sont encore des catastrophes naturelles, mais en fait, ce sont des catastrophes faites par l'homme. Donc, de ce point de vue-là, il y a urgence, la planète brûle. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, ce qui s'est passé, c'est il y a au niveau des gaz à effet de serre, par exemple,
c'est ce que nous avons mis dans l'air il y a déjà 20 ou 30 ans. En fait, nous nous sommes fait piéger par le climat, c'est-à-dire que nous ne voyons pas immédiatement les conditions de ce que nous mettons en œuvre. Donc, nous savons déjà que nous avons décidé les années à venir. Nous savons déjà que tous les gaz à effet de serre que nous émettons aujourd'hui, que toute la pollution va déjà déterminer nos conditions de vie des 20 et 30 prochaines années. Donc, quand on dit qu'il y a urgence à agir, il y a vraiment urgence. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vient en fait, on fait ce constat régulièrement, mais nous sommes comme dans l'incapacité de pouvoir échapper à notre condition de vie. C'est comme si on savait que nous allions dans le mur, on est incapable d'arrêter la machine. Donc ça, c'est l'idée qu'en fait, ça fait un petit moment déjà qu'on est dans cet état-là. Il y a déjà eu des alertes, ça fait au moins 50 ou 60 ans. Il y a déjà eu le rapport Mido, par exemple, qui dit que la croissance n'était pas compatible avec un monde limité. Nous avons continué à croître et à produire, bénéficiant d'une énergie, pétrole notamment, et bon marché. Donc cette soif de croissance, elle est aussi venue donc, de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Donc nous en parlons souvent, ce sont les années 50, 60 et jusqu'aux années 70, on va dire, où nous avons pu bénéficier de tous les bienfaits de la croissance et nous avons vu nos conditions de vie s'améliorer. Accroissement du sentiment de bien-être, plein emploi et inégalité en forte diminution. Donc, à ce moment-là qu'a émergé notamment la classe moyenne. Nous sommes accrochés, on va dire, à ces 30 glorieuses, que la technique et la croissance allaient continuer indéfiniment. Cependant, on voit bien qu'aujourd'hui, cette croissance et on va dire, ce laps de temps dans lequel nous avons eu nous avons produit autant de richesses matérielles était finalement qu'un épiphénomène dans l'histoire de l'être humain. Et nous n'avions pas vu qu'en fait, nous avons généré tant de catastrophes. Donc c'est à ce moment-là où nous produisions tant de richesses, nous avons aussi tout dégradé. Donc à partir de ce moment-là, il aurait fallu déjà commencer à s'interroger sur cette croissance, ce capitalisme vorace, cette capacité à produire. Aujourd'hui, la croissance est devenue un poison pour notre planète. Les gaz à effet de serre se multiplient et les pollutions en tout genre. Certaines personnes ne sont pas tout à fait d'accord avec cette idée de changement climatique qui serait due uniquement à l'être humain. On parle aujourd'hui d'anthropocène, c'est-à-dire cette idée que l'être humain aujourd'hui conditionne complètement, impacte totalement les conditions de vie sur la planète. Certaines personnes, on va dire climato-sceptiques, pensent qu'il y a d'autres effets que ceux de l'être humain. Donc, pourquoi pas dire qu'il y a des phénomènes solaires et que nous dépendons aussi d'autres phénomènes que ceux que nous générons. Néanmoins, il n'existe pas que le climat. Donc, aujourd'hui, on n'a pas affaire qu'à simple réchauffement climatique. On a aussi affaire à des pollutions multiples. Et ça, ce sont bien des pollutions qui sont liées à l'être humain. Pollution plastique, pollutions diverses, phytosanitaires, etc. Donc, on voit bien qu'on attaque autant le climat, mais aussi la biodiversité, les océans, le vivant dans toutes ses formes et dans tous ses aspects. Donc, en fait, ce qui est remis en question aujourd'hui, c'est notre mode de vie, un mode de vie on n'arrive pas à sortir de ce mode de vie consumériste, et pourtant, c'est sur ce mode de vie qu'il faut s'interroger. Et il faut trouver des pistes pour s'en sortir. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Comment sortir du pétrole, comment sortir du besoin de l'automobile, comment sortir de toute cette technique. En plus, avec l'avènement du numérique, on est envahi, il y a pléthore d'objets connectés qui viennent à nous. Donc, on a l'impression que
progrès ne va pas forcément dans le bon sens. On va dire, je pense qu'on confond progrès et performance. Et il nous faut trouver des moyens pour continuer de progresser sans mourir finalement, hein, puisque on parle vraiment d'effondrement. Donc il y a un risque majeur pour l'être humain en fait. Voilà, donc des pistes pour se sortir de cette impasse. On va dire qu'il faut imaginer peut-être un nouveau rapport au monde et un nouveau rapport au vivant. Pourquoi pas privilégier l'être à l'avoir et pour se faire renouer avec une forme de spiritualité. Une spiritualité qui est évidemment en crise, en tout cas dans l'Occident. Hein. Nous avons oublié de la transcendance, on va dire, ou peut-être le sacré. Chacun choisira ce qu'il met dans la spiritualité. En tout cas, c'est toute cette idée de rapport extérieur, au dehors. L'idée de renouer avec une certaine forme de spiritualité, c'est peut-être remettre aussi le vivant à sa place, de retisser des liens avec lui et de sortir de cette idée matérialiste dont l'avènement est apparu dans la pensée moderne, comme quoi la terre, le vivant, n'était que de la matière et l'animal, forme d'esclave en fait, une forme d'esclave énergétique. Finalement, on a pris la terre, la vie, simplement comme une matière que nous pouvions préempter. Et peut-être que ce sont tous ces liens que nous devrions revoir. Alors voilà, il y a des pistes, donc le lien avec la spiritualité, absolument maintenir un système Terre accueillant pour le vivant et retrouver donc des liens profonds qui nous unissent au vivant. Et pour ce faire, peut-être renouer aussi avec le local et les petits collectifs. Il faut bien comprendre que l'explosion de la démographie est aussi un problème, c'est-à-dire que l'être humain a principalement évolué au long de son histoire avec des petits groupes humains. Donc, une explosion démographique a aussi complètement bouleversé nos rapports à la planète, il faut bien le comprendre. Donc, repenser peut-être la vie politique avec des groupes plus restreints ou du local, c'est peut-être repenser aussi notre rapport au vivant. Et voilà, en ce qui concerne la technique, je pense qu'on peut s'interroger sur la croissance et la croissance verte, ce que nous appelons la croissance verte. Il y a des pistes autour de ce qu'on appelle les low-tech. On va éventuellement en discuter ensemble. Et voilà, donc, voilà pour ce bref paragraphe pour le constat qui nous occupe. Je suis désolée, je pense que j'ai été un peu brouillon, mais je voulais simplement tisser et essayer de vous parler de plein de choses pour que nous puissions discuter des pistes et des opportunités que nous devons voir dans la crise qui nous occupe. Plutôt que de se morfondre, je pense qu'il faut absolument prendre cette crise comme une opportunité, essayer de développer des pistes positives pour notre avenir, l'avenir de la planète, notre rapport au monde et puis pour les futures générations. Voilà ce que je pouvais dire très brièvement. Écoute, merci Frédéric d'avoir introduit ce débat. Il y a déjà pas mal de questions qui arrivent, mais avant que nous ne prenions des questions, je vais peut-être passer la parole à Alain Noël et j'ai envie un peu de l'interpeller sur ce capitalisme vorace dont nous a parlé Frédéric, qui nous fait confondre le progrès et la performance et qui met en danger quelque part le vivant. Est-ce que, Alain Noël, tu peux t'exprimer un petit peu par rapport à ça, si tu le veux Je bien. peux essayer de m'exprimer un peu par rapport à Au pied ça. levé aussi. Oui. Je pense que Frédéric a mis le doigt sur deux ou trois problèmes qui me semblent majeurs. Le premier, c'est l'explosion démographique, car l'explosion démographique conditionne bien entendu
le montant d'allocations qu'il faut à chacun pour vivre, et donc de prélèvements sur la planète. Bien évidemment, si tout le monde vivait comme les Américains aujourd'hui, ou comme les Occidentaux que nous sommes, la planète serait déjà invivable. Et je ne sais pas de quel droit on pourrait priver les Indiens qui sont 1,2 milliard et les Chinois qui sont 1,3 milliard du confort et de ce que l'on fait habituellement dans nos pays occidentaux. C'est-à-dire que le problème démographique conditionne, à mes yeux, beaucoup de notre avenir. Le deuxième élément, c'est que le progrès technologique étant ce qu'il est, et étant favorisé par le libéralisme économique, bien évidemment, un certain nombre de complications surgissent du libéralisme économique, surtout quand il n'est pas maîtrisé, ce qui est actuellement le cas. Le capitalisme économique est sous l'autorité de la financiarisation de l'économie et la maximisation du profit. Mais là, on en reviendrait presque à ce que Karl Marx dénonçait déjà il y a plus d'un siècle, pose d'énormes problèmes. S'il n'y a pas de régulation économique par les pouvoirs politiques, bien sûr, chacun aura tendance à maximiser son profit. C'est la loi du capitalisme et on en voit les conséquences dans certains domaines. Il suffit de voir ce qui se passe au Brésil actuellement pour savoir que pour augmenter les profits de grosses sociétés, on est en train de déforester sciemment l'Amazonie. Comme on a déforesté en grande partie l'Indonésie pour faire pousser des arbres à palme, pour fournir de l'huile de palme, pour la consommation. Donc c'est un énorme problème. Je pense que le premier problème, c'est le problème de la démographie qui conditionne à mon avis, toute l'évolution économique. Je voudrais simplement ne rien dire de plus sur ce sujet. On aura peut-être l'occasion de parler du sanitaire après, mais j'en parlerai après s'il y a des questions sur le sanitaire. Mais je ne vais pas monopoliser la parole sur ces sujets-là. Merci Alain Noël. Jean-Robert, tu veux faire quelques petites phrases sur le plan économique que tu connais peut-être bien avant que nous prenions les questions ? Oui, tout à fait. Mais plutôt sur la notion d'explosion démographique, parce qu'elle est effectivement éminemment liée à la notion d'économie. Quand j'ai dirigé la commission d'éthique de la Grande Loge de France, on a beaucoup réfléchi à cette notion-là et on est arrivé à la conclusion que nous n'avions pas de qualité pour imposer au monde de limiter leur croissance démographique. On peut leur suggérer, on peut les aider, on peut leur expliquer ce que c'est que la contraception, etc. Mais que sur le plan éthique, finalement, nous n'avions pas de moyens de leur imposer, de limiter leur croissance démographique. Alors, on est tous conscients, par exemple, que l'Afrique est dans une situation d'explosion démographique qui est terrifiante et que ça ne devrait pas être comme ça. Mais sur le plan pratique et sur le plan éthique, je pense que nous n'avons pas de moyens pour limiter ça. Deuxième remarque, c'est sur la notion d'économie et de croissance. Pourquoi cette appétence chez les écologistes pour la décroissance? Parce que ça part d'une idée qui est souvent formalisée de la façon suivante: il ne peut pas y avoir de croissance illimitée dans un monde limité. Ça, c'est une tautologie, on est tous d'accord avec ça. Par contre, si on change un peu le paradigme et si on dit on peut parfaitement avoir une croissance limitée dans un monde limité, on arrive à la notion de croissance verte qui est un réarrangement de notre façon de croître. Parce qu'il ne faut pas croire que la décroissance, c'est quelque chose qui se fera sans douleur. Nous sommes des privilégiés parce que nous sommes dans un Occident où nous avons le superflu et le superflu du superflu, etc. Mais la Terre entière n'est pas dans cette logique-là. Quand vous parlez de décroissance à des Chinois, quand vous parlez de décroissance à des Africains, même en Amérique du Sud, quand vous parlez de décroissance, je peux vous dire que vous n'êtes pas fantastiquement accueillis. Donc, la véritable problématique, ça n'est pas croissance-décroissance, c'est comment conjuguer la croissance avec un respect de l'environnement et une diminution des pollutions au sens global du terme. Et bien, justement, moi, je pense que c'est par la technologie. Je fais partie de ceux qui pensent que la technologie, c'est la technologie qui permettra de régler les problèmes d'effet de serre.
on a une technologie, et je ne vais pas insister là-dessus, mais l'énergie nucléaire est l'énergie la plus écologique qui soit. C'est celle qui produit le moins de gaz à effet de serre. Donc, je ne comprends pas cette antinomie entre la volonté de dire il faut limiter les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, et puis cette obsession du danger du nucléaire qui serait le diable sur Terre. Donc, voilà un peu, concilier croissance et écologie, ça c'est un vrai challenge, mais pour ça il faut de l'imagination. Il ne faut pas être dans une prolongation linéaire des courbes sans penser qu'il peut y avoir des innovations de rupture qui vont changer totalement la donne. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. J'ai dit. Merci Jean-Robert. Frédéric, tu souhaites répondre et puis après je passerai la parole à Alain, peut-être? Oui, alors cette histoire de démographie et de croissance, effectivement, alors il y a différents courants de pensée, effectivement. Il y a les gens qui pensent, toi Jean-Robert, qu'on ne peut pas se passer de technique et que la technique nous sauvera. Alors effectivement, il faudra définir cette technique parce que c'est quand même le progrès technique qui nous a mis dans cette catastrophe. Donc, on peut le voir aussi de cette manière. Cependant, effectivement, le nucléaire est la moins mauvaise des solutions. Mais pourquoi ça a été… il y a eu des peurs autour de ça suite à Tchernobyl, ensuite Fukushima, etc. On sait qu'il y a des risques majeurs. Donc, je pense que cette peur autour du nucléaire, elle s'est focalisée là-dessus. Du coup, on ne la développe plus. Du coup, on réouvre des centrales à charbon et ce n'est pas forcément la bonne solution non plus. Donc, en fait, on est dans une impasse au niveau de l'énergie. En fait, c'est la grande, comment on va dire, le grand réservoir énergétique, le pétrole, qui a permis cette explosion de la technique, du progrès, de la science et aussi cette explosion démographique. En fait, c'est l'abondance du pétrole qui a permis l'explosion de nos sociétés. Donc aujourd'hui, ce qui se joue, c'est une histoire de calories. Tout est calorique. L'agriculture, c'est une histoire de calories. Les villes, les bâtiments, tout est calories puisqu'il faut extraire des matériaux, des minéraux. Et que pour ça, on fait encore à 85% à faire au pétrole. En fait, on vit dans une civilisation du pétrole, tout simplement. Donc, ce qui va être compliqué, c'est plutôt ce changement, en fait. Donc, on peut toujours, à mon avis, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire des enfants qui sont en train de naître? Il faut bien, on est dans la croissance, donc on ne peut pas dire que nous sommes contre la croissance. On peut dire que c'est un problème, mais on ne peut pas dire que nous sommes contre. Ça, c'est point. Donc, il va falloir faire avec. Donc, peut-être une meilleure répartition des richesses et une transition en ce qui concerne, on va dire, l'énergie. C'est-à-dire essayer de basculer, effectivement, dans une autre forme d'énergie qui ne soit plus complètement, qui soit beaucoup moins dépendante du pétrole. On va dire ça comme ça. Quant à la technique, effectivement, il faudrait peut-être que nous orientons le progrès scientifique sur le bien-être et forcément sur l'abondance de biens, par exemple. Ça pourrait être une forme de décroissance, finalement. Quelque chose de plus qualitatif. Quelque chose aussi de circulaire. Pourquoi ne pas penser, dès l'origine des objets, ne pas penser à comment ils vont se détruire et comment on pourra les récupérer? Puisqu'aujourd'hui, on produit du déchet. La croissance verte est une illusion quand on nous parle, par exemple, d'automobiles où il faut encore, où le coût d'une automobile aujourd'hui avec les batteries au lithium, etc., c'est un coût énergétique énorme. Et on nous parle de progrès. Ça, c'est pas un progrès, en fait. C'est du greenwashing. C'est de la croissance verte, mais en fait, on est dans la fuite en avant. En revanche, si on avait pensé une voiture qui, à la base, avec tous les éléments recyclables, réinjectés dans une économie, là, ce serait un vrai progrès, parce que ce serait utile à l'être humain et on pourrait le recycler. C'est-à-dire, il n'y aurait pas de perte énergétique, il n'y aurait pas de déchets, il n'y aurait pas de dégradation majeure énergétique. Donc, peut-être que la technique, on devrait la penser autrement et que la croissance s'en accommoder autrement. Il y a aussi une question de répartition des richesses quand on sait aujourd'hui que 8 personnes sur Terre,
en fait, accumule le revenu annuel des 3 800 000 autres personnes les plus pauvres de la Terre. Donc là, il y a quand même aussi un problème de répartition des richesses. Nous n'avons jamais été aussi riches. Et Nicolas Hulot le disait bien, c'est-à-dire nous n'avons pas su trouver la paix en période d'abondance. Il faut croire que nous allons réussir à trouver la paix quand les conditions vont se dégrader et que nous aurons moins de matière, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. On pourrait dire sur Merci. la croissance, la démographie, l'énergie. Très bien. Alors, il y a eu une observation. De temps en temps, ta parole, Frédéric, est un peu hachée. Je ne sais pas si c'est que moi, mais je ne pense pas, parce que j'ai vu, donc, tu n'as pas un problème de micro, non? Ça va? Non. Ça va? Bon, bah écoute, je ne sais pas. Peu importe. Alain, Oui, merci. Ben, ça va être très difficile de résumer les premières questions qui sont posées, mais néanmoins, il y a quand même quelques orientations qui apparaissent à l'évidence, qui sont des remarques à la fois sur le rôle réel de l'homme sur l'évolution du climat. Il y a donc peut-être quelques climato-sceptiques, en tout cas sur l'impact à 100% de l'homme sur le climat. Et puis la notion de surpopulation est également revenue. Et moi, je retiendrai, on va y revenir nécessairement, moi, je retiendrai une question pratico-pratique. C'est quel impact concrètement dans notre vie de tous les jours? Ce à quoi ça nous amène? À faire ou à ne plus faire? Frédéric? Oui, alors effectivement, je pense que la question est vertigineuse, mais quand on commence par nous-mêmes, on peut recentrer l'échelle en fait des valeurs et l'échelle d'action. Quand on pense ces problèmes à l'échelle mondiale, effectivement, on a l'impression de ne rien pouvoir faire et c'est vertigineux et c'est angoissant. À l'échelle individuelle, je dirais que c'est pas parce que quand même je vais faire couler un peu moins l'eau sous la douche ou trier mes déchets que ça va. C'est pas que ça va rien faire, mais je pense pas que c'est un impact majeur. Je pense qu'il faut coupler les actions individuelles à une action politique forte. Je ne crois pas qu'on puisse se passer d'une action politique à l'échelle d'un État, parce que le fait d'agir simplement tout seul, c'est juste un prolongement de la pensée libérale, en fait. Je suis seul et je fais ce que j'ai à faire. Alors, simplement, peut-être qu'à l'échelle individuelle, je dirais que c'est peut-être repenser justement notre écologie intérieure. Je crois qu'en franc-maçonnerie, on a tous les outils pour ça. Donc, je dirais à l'échelle individuelle, l'écologie intérieure, comment je mes équilibres, comment je change mes besoins, mon rapport au monde. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cumuler toute cette matière ou est-ce que je peux me passer de certaines choses au profit d'instants plus qualitatifs, hein, parce qu'en fait, ce n'est pas l'accumulation d'objets qui va faire que je vais être plus heureuse. Donc, il y a peut-être cette idée de repenser cette introspection, cette verticalité interne, donc ce que j'appelle moi l'écologie intérieure. Ensuite, voilà, on avait parlé de ça dans la commission éthique au niveau des degrés qui correspondent à ce que nous vivons en franc-maçonnerie. Donc, 1, écologie intérieure, 2, écologie de la relation et 3, écologie intégrale. Et je pense que ce sont des 3 types d'échelles dans lesquelles nous devons repenser notre rapport à l'autre. Voilà, et après, à chacun sa conviction pour agir ou pas sur son portefeuille et sur ses besoins. On peut pas dire aux gens, demain, vous allez vous passer de votre voiture, vous allez moins acheter de plastique. Il faut vraiment que ce soit conscience. Est-ce qu'il faut contraindre? Est-ce qu'on a le temps de convaincre ou est-ce qu'il faut contraindre? Ça, si je puis me permettre, Frédéric, c'est une vraie bonne question, c'est en tout cas une vraie bonne réflexion. La question que j'essayais de transmettre n'était pas tant d'un point de vue individuel, comme j'ai pu le dire, mais de l'impact des actions individuelles. J'ai entendu il y a quelques jours sur France Inter
conseiller, j'ai eu du mal à ne pas éclater de rire, d'ailleurs j'ai éclaté de rire pour vous le confesser, mais il était conseillé de prendre une douche tous les 2 jours et de faire pipi sous la douche, vous voyez. Alors ce genre de conseil, je me suis demandé s'il fallait faire pipi tous les 2 jours d'ailleurs, bon, mais ce genre de conseils sont des conseils et des remarques qui sont, à mon sens, complètement déresponsabilisantes. Elles prennent les auditeurs, en l'occurrence de la radio, pour des imbéciles, et on a l'impression que en se retenant de faire pipi ou en ne prenant qu'une douche tous les 2 jours, on va changer fondamentalement les choses. Et il me semble que les impacts énergétiques et climatiques tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce que quelle que soit l'importance de l'impact humain sur l'influence du climat, il y a un principe de réalité qu'il faut reconnaître, c'est que les variations climatiques sont extrêmement importantes et qu'elles sont parties pour ne pas s'amortir très rapidement dans le temps. Donc ça, c'est une réalité dont il faut prendre compte. Et quelles en seront les conséquences de manière extrêmement concrète sur nos habitudes de vie? Je pense qu'il ne faut peut-être pas non plus obérer la réflexion sur ce vers quoi nous allons devoir aller. Et on parle de décroissance. Certains préfèrent le mot sobriété parce que le mot décroissance fait peur. Bon, la sobriété mise à la mode par Pierre Rabhi, que par ailleurs je pas un grand admirateur de Pierre Rabhi, mais le mot de sobriété est peut-être plus facile à accepter, à entendre et à mettre en œuvre. Je voudrais donner un exemple, et je terminerai là, c'est la problématique de la construction. Aujourd'hui, en France et ailleurs en Europe, le rêve de chaque individu, ou presque, c'est d'avoir son petit pavillon. Or, dans une société dont la population augmente beaucoup, il est absolument impossible de continuer à vouloir faire rêver les gens quant à l'obtention d'un pavillon se posant sur 400, 600, 800 ou 1000 mètres de carré pour des tas de raisons d'emprise au sol, de gestion énergétique, etc., etc. Et ça, ce sont à mon avis, je peux évidemment me tromper, mais des modifications de vision à long terme dont il ne faut pas avoir peur de parler, parce que c'est comme les feux rouges. Ou bien on s'arrête au feu rouge volontairement, ou bien on met un feu rouge quand il y a eu des accidents. Et quelqu'un posait la question, la toute première question, c'était de dire, est-ce que vous pensez, ma très chère sœur, est-ce que tu penses, ma très chère sœur, qu'il est encore possible de sauver la planète, entre guillemets? Oui, alors, pardon, je n'avais pas compris la question dans ce sens-là. J'avais compris la question de ce qu'on pouvait faire et pas comment ça allait nous impacter. Donc, c'est moi qui l'avais mal posé, Frédéric. Est-ce qu'il est encore possible? Alors, je ne sais pas, j'avoue que je ne fais pas preuve d'un grand optimisme. Mais de toute façon, la planète n'a pas besoin de nous. Elle existait avant nous et elle existera après nous. Donc, nous avons, je pense que même si nous ne sommes pas 100% responsables de ce qui se passe en termes de dégradation, nous sommes quand même très responsables de l'impact sur le vivant, en tout cas. Et ça mettra peut-être des millions d'années avant de trouver une nouvelle voie, mais la vie trouve toujours le chemin, avec ou sans nous. C'est ce que je pense. En fait, est-ce qu'on est capable de sauver la planète? Je pense qu'on se prend déjà assez pour des apprentis sorciers et des demi-dieux à vouloir toujours bricoler le vivant et à cause de ça, en fait. Je ne pense pas qu'on puisse sauver la planète, mais déjà, est-ce qu'on peut envisager de sauver l'humanité ou peut-être une partie d'entre nous? Il faudrait changer, je pense, radicalement, et je ne suis pas optimiste parce que je me dis que c'est tellement vertigineux. Comme je le disais tout à l'heure, la France représente 1% seulement, par exemple, des émissions à effet de serre dans le monde entier. Donc, nous, on réfléchit comme ça, de manière philosophique, éthique, à ce qu'on pourrait améliorer dans nos propres vies et dans notre société. Mais il faut compter avec tous ces milliards de personnes et ces pays qui ne pensent pas du tout comme nous et qui continuent de croître et de en quelque sorte. Donc, il faudrait freiner la machine et même en arrêtant tout maintenant, on continuerait à subir les conséquences de ce qu'on fait. Donc, je ne sais pas si on peut sauver la planète, si on peut sauver même l'humanité.
En tout cas, on est là aujourd'hui et comment éviter une pensée mortifère, déprimante, comment protéger nos enfants, essayer de vivre quand même dans une forme d'espérance et de joie malgré les conditions qui nous assaillent. Oui. Oui, Mais si je puis me permettre, Marie-Thérèse, je voudrais Vas-y, réagir Alain, je t'en prie. à cette remarque juste de Frédéric sur le 1% des effets de serre que représente la France. C'est vrai, et quand bien même arriverions-nous à réduire de la moitié nos effets de serre, que ça ne changerait pas grand-chose au niveau mondial. Mais si nous avons ces 1% uniquement, c'est parce que nous avons globalement déporté la production et la pollution et la consommation énergétique dans des pays d'où nous importons les produits finis. Alors s'il fallait réaliser des produits finis sur notre sol, notre production de gaz à effet de serre serait bien moindre. Mais la particularité de la France est aussi d'avoir une production énergétique nucléaire et hydroélectrique extrêmement importante. Et ça, c'est une réalité dont il faudra probablement faire en sorte en tant que citoyen, et là je m'engage un petit peu, mais en tant que citoyen, faire en sorte que cet avantage-là et cette réalité ne soient pas abandonnés. Ce en quoi je rejoins la position de Jean-Robert qu'il exprimait plus tôt. Alors, il y a une question qui est posée par notre frère Philippe d'Aubenas, qui dit, je la lis telle que, l'éthique de l'homme dans la nature n'est-elle pas de conscientiser les effets prévisibles avant de faire les choix de telle ou telle politique, accès à l'eau, alimentation, et de choisir des productions de croissance maîtrisées. Il y a des choix de société en plus des choix individuels. C'est un peu ce sur quoi tu avais commencé à répondre. Oui, parce que je pense que en fait, la problématique, elle est vraiment sur nos choix politiques pour avoir une mise en œuvre sur une autre échelle, en fait. Et que ces 40 dernières années ou ces 50 dernières années, on a plutôt été dans le mauvais sens. Et pourquoi? Parce qu'on privilégie tout simplement l'immédiateté, le bénéfice présent, plutôt que de penser en fait le temps long. On est aujourd'hui dans nos sociétés incapables de penser le temps long. Et en plus, tout s'accélère et avec le numérique, on est dans l'immédiateté. Donc en fait, Dominique Bourg le dit bien, il faut aujourd'hui essayer de réarticuler le politique et la philosophie en fait, et réussir, lui il proposait en fait de constituer une assemblée du temps long pour penser les problématiques sur le temps long. Et effectivement, de toute façon, la seule solution pour que justement nous soyons pas dans l'urgence permanente, dans l'état d'urgence permanent qui permet en plus à nos politiques de gouverner par ordonnance et de plus gouverner démocratiquement, c'est justement cet état d'urgence, le fait qu'on soit tout le temps dans une urgence terroriste, climatique, sanitaire, etc., et que nous ne pensions plus le temps long. Et normalement, la politique, c'est la pensée du temps long. Et donc, pour reprendre la question de tout à l'heure sur quel impact sur nous, ben aujourd'hui, justement, parce que nous ne sommes pas capables de penser notre environnement, donc notre habitat sur le long terme, de penser avec des nouveaux matériaux, peut-être moins consommateurs d'énergie ou biodégradables, etc., on va subir des catastrophes, on va subir des tas de choses, et sous la contrainte, on va être obligé de déplacer des populations, on va être obligé de se nourrir différemment, on va être obligé de faire face à un nombre de morts en recrudescence, parce que faut bien dire la réalité, c'est que ces chocs climatiques, en plus d'une société qui est vieillissante et fragile, nous met face à une mort imminente et à des... En fait, on n'est plus dans une forme de sécurité, en fait. On dépasse la sécurité, on sort du champ de la sécurité sanitaire, etc. Et parce qu'on n'est pas capable, les impacts, c'est ça, les impacts, ça va être qu'on va subir en permanence les effets des dégradations sur les récoltes, les sécheresses récurrentes, les inondations et tout ce qui va aller avec. Donc, on va subir le prix des assurances qui vont augmenter et des politiques de plus en plus fermes pour faire face au mécontentement, à la peur
et à la possibilité de faire face. Et en fait, c'est déjà ce que cette crise sanitaire est en train de nous montrer. Parce que, voilà, on voit bien avec le Covid l'émergence de toutes ces questions-là. En fait, on est incapable d'absorber en fait choc, c'est-à-dire on fait un petit peu au jour le jour, il n'y a pas vraiment de plan, on n'est pas du tout unis quand on a à prendre, on est même démunis. Et en plus, on n'a toujours pas de plan pour préparer l'avenir. Donc voilà, on est face, ça met en exergue toutes nos fragilités et pourtant on est toujours incapable de mettre en place une vraie politique, c'est-à-dire à court, moyen et long terme. Et je pense que c'est ça qu'on va subir et c'est ça que nous subissons déjà. C'est peut-être là où justement j'ai envie de poser la question à la Noël, qui doit bien avoir un avis sur la question. Qu'est-ce que la question a été posée par quelqu'un? Qu'est-ce que les francs-maçons peuvent faire là-dedans? Quel rôle pourrait jouer la franc-maçonnerie? Comment un franc-maçon peut-il agir sur tout ce que nous venons d'entendre, sachant que voilà, on est quelque part beaucoup plus loin encore qu'au pied du mur à la Noël. C'est pour aider un peu Oui, Frédéric. Je passe la parole, Frédéric. question difficile. Je pense que les francs-maçons peuvent jouer un rôle à la seule condition qu'ils se souviennent d'où ils viennent, d'où, de quelle philosophie ils s'inspirent et qu'est-ce qui sous-tend leur action. J'avoue que je suis beaucoup moins pessimiste que Frédéric, tout simplement parce que les francs-maçons sont nés au siècle du perfectionnement, au siècle dans la foi dans le progrès, au siècle dans la foi dans le progrès technique et dans le progrès intellectuel, dans le progrès moral. Nous nous disons toujours que nous sommes les fils de la lumière, c'est tout à fait faux. Nous ne sommes pas les fils d'une lumière divine incréée, nous sommes les fils du siècle des Lumières. Nous sommes les fils de la raison quasiment triomphante qu'on accuse sans arrêt, et pourtant, manifestement, ce que nous vivons actuellement, ne serait-ce que dans la pandémie, c'est la montée d'un irrationalisme primaire complètement extraordinaire. Alors qu'est-ce que peuvent faire les francs-maçons? Se souvenir d'abord d'où ils viennent, donc d'avoir foi dans le progrès. Le franc-maçon qui n'a pas foi dans le progrès scientifique me pose problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut adorer le Dieu progrès, mais on peut très bien penser que l'on est capable de perfectionner sans arrêt ce qui a été fait. Et la philosophie des Lumières, c'est la philosophie du perfectionnement. Ce n'est pas la philosophie d'adorer le Dieu progrès. Le perfectionnement technique n'a pas cessé d'améliorer notre condition. Penser que si nous arrêtions le progrès scientifique, nous améliorerons notre condition, c'est se fourvoyer complètement. Le problème, à mon sens, n'est pas d'arrêter le progrès scientifique, c'est bien au contraire de le maîtriser. Maîtriser, c'est quelque chose qui nous parle. Il y a 50 ou 60 ans, l'un de nos anciens grands maîtres avait écrit un remarquable ouvrage qui s'appelait Maîtriser la vie. C'était à l'époque du planning familial, ça débouchait sur la contraception, sur la maîtrise de la démographie. Maîtriser la vie, c'était tout un programme. Eh bien, il pourrait sembler légitime que les francs-maçons se préoccupent de maîtriser l'économie, de maîtriser la croissance, qu'elle ne soit pas déréglée, en s'appuyant sur cette philosophie des Lumières qui n'est pas une philosophie rationaliste, qui est une philosophie rationnelle. Et ça me semble fondamental de savoir d'où nous venons et ce que nous pouvons faire. Ce que nos prédécesseurs ont réussi à faire sur le plan de la démographie dans nos pays occidentaux, nous pouvons également le faire sur le plan de la politique économique, de la politique. Globalement, il faut aussi peut-être changer de paradigme. Nous vivons, la majeure partie de l'Occident vit sous le paradigme judéo-chrétien, avec cette magnifique phrase qui est dans la Genèse, je pense, quand l'Éternel dit à Adam, je te donne tout ceci, et la phrase latine est subjicite eam, soumettez-la, soumettez la terre. Toute la philosophie de l'Occident s'est basée sur cette phrase-là, soumettez la terre.
Nous en sommes à une période où je pense que c'est Lovelock qui avait créé la notion de Gaïa, que la Terre était vivante. Si la Terre est vivante, nous n'avons pas à la soumettre, nous avons à vivre en bonne coexistence avec elle, en bonne intelligence. Et je pense que la réflexion maçonnique peut être de savoir comment vivre en bonne intelligence avec la Terre telle qu'elle est, et comment faire en sorte que le progrès technique, qui est indispensable, ne nous voilons pas la face, peut se faire, et là je rejoins ce que disait Jean-Robert, peut se faire de manière à avoir une croissance raisonnable dans un monde qui est fini, mais où les possibilités de croissance différentes ne sont pas forcément finies. Je voudrais simplement donner un exemple. Au XVIIe siècle, il n'y avait pas de rue bitumée à Paris. Tout le monde se transportait en calèche sur des chevaux. Et il y avait dans les rues de Paris une pollution assez extraordinaire. Le crottin de cheval, ça sent pas très bon. Il y avait une pollution fantastique. Eh bien, on aurait pu croire qu'il fallait interdire les chevaux, les calèches, etc. C'est, pour ceux qui ont lu Boileau, la description que fait Boileau de Paris à cette époque est dramatique. Eh bien, on est un peu dans cette situation-là. Maintenant, on voudrait supprimer toutes les voitures de Paris. Ce n'est peut-être pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de trouver des moyens de locomotion qui sont différents des embouteillages automobiles qu'il y a à Paris. Ce n'est pas en supprimant les voitures qu'on va changer la société parisienne, c'est en faisant en sorte qu'il y ait un progrès technique qui permette de changer le mode de locomotion. Au XVIIe siècle, nous l'avons très bien fait. Les calèches et les voitures hippomobiles ont disparu de Paris, la pollution par le crottin de cheval a disparu, on a créé autre chose. C'est-à-dire qu'il est toujours possible de créer quelque chose de nouveau. Et je pense que les francs-maçons doivent s'intéresser au progrès technique et voir ce qu'il est possible de créer de nouveau dans des conditions qui ne pénalisent pas, et surtout qui ne pénalisent pas ceux qui seront les premiers pénalisés, c'est-à-dire la fraction la plus pauvre de la population. C'est toujours facile quand on est très riche et qu'on habite à Paris, je prends Paris parce que j'y suis assez souvent, de se déplacer en métro, en taxi, ça pose aucun problème. Ceux qui viennent de banlieue n'ont pas cette chance-là. Et ceux qui viennent de province n'ont pas non plus cette chance-là. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi de répartition des richesses, d'équilibre démographique, d'équilibre des villes entre les villes. Le problème est essentiellement politique. Mais ce n'est pas en pensant que l'on va interrompre le progrès scientifique ou qu'on va se passer du progrès scientifique que l'on résoudra le problème. À mon sens, c'est au contraire de poursuivre les avancées techniques et scientifiques, mais en les maîtrisant, et non pas en les laissant se développer sous l'influence d'une politique libérale économique qui doit également être maîtrisée. Voilà mon sentiment personnel pour aujourd'hui. J'ai dit. Je peux intervenir? Oui, c'est Jean-Robert, oui. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Alain Noël. Et je voudrais intervenir sur ce que peut le franc-maçon. Alors, il se trouve que moi, comme lui, nous appartenons à un rite, le rite écossais ancien et accepté, qui est structuré en trois grands niveaux: connaître, aimer, agir. Mais la base, c'est la connaissance, c'est-à-dire le savoir. Je ne parle pas de la connaissance avec les métaphysiques, je parle du savoir. Donc, il est extrêmement important, quand on parle d'écologie, mais c'est vrai dans tous les domaines, mais ça l'est encore plus en matière d'écologie, d'avoir la connaissance des phénomènes. Et je ne prendrai que l'exemple du nucléaire. La plupart des antinucléaires, en réalité, le sont parce qu'ils ne connaissent pas réellement le fond de l'affaire. Ils pensent que c'est dangereux. Or, la réalité des faits, c'est que le nucléaire est la source d'énergie qui a fait le moins de dégâts dans toute l'histoire des sources d'énergie. On nous dit toujours Tchernobyl, Fukushima. Je rappellerai que Fukushima, c'est 0 mort. Voilà, ça c'est inattaquable, c'est la vérité. Tchernobyl a fait des morts. Alors, peu importe le nombre, il y a des débats, c'est 3000, c'est 5000, c'est 10 000, ça a fait des morts, c'est clair. Mais savez-vous quelle est l'énergie qui a fait le plus de morts au cours des 50 dernières années? C'est une énergie renouvelable, complètement renouvelable, et c'est une énergie qui a fait près de 100 000 morts. Et ça s'est passé en 82, et vous n'en avez jamais entendu parler.
Parce que si vous posez la question, vous dites qu'est-ce qui s'est passé en 82? Certainement pas. Eh bien, je vous l'annonce, en 82, il y a eu un tremblement de terre en Chine, il y a 5 barrages qui ont sauté, ça a fait, alors selon les estimations, entre 80 000 et 100 000 morts. Donc, vous voyez, il n'y a pas de source d'énergie, j'allais dire, totalement pure. L'extraction du charbon dans les mines est un désastre absolu en termes de santé de ces braves gens. Donc, ça, c'est ma première remarque. Donc, avoir la connaissance des choses permet effectivement d'avoir un jugement éclairé, puisque en tant que maçon, ce qui est important, ça n'est pas de juger à l'emporte-pièce, c'est de nous construire une réflexion qui nous permettront d'aboutir à un discernement et à des réflexions éclairées. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est la notion de prolongation. L'exemple du crottin de cheval est très intéressant que vient de citer Alain Noël, parce qu'au début du XXe siècle, il y a un groupe à la ville de Paris qui dit « Imaginez que chaque Parisien aura sa calèche, c'est illusoire, parce que dans ce cas-là, Paris croulerait sous le crottin de cheval. » C'était peut-être vrai, mais le résultat, c'est que quelques années après, l'automobile apparaissait et plus personne n'utilisait les calèches. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de tout ce qui est prolongation linéaire des tendances, qui n'inclut pas la possibilité d'une rupture technologique qui va complètement remettre à plat la situation. Et cette rupture technologique, elle n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit, elle arrive parce qu'il y a du progrès technologique. Et donc, l'important, c'est de maîtriser ce progrès technologique et d'être capable d'avoir une réflexion éthique sur les conditions de ce progrès. Donc, moi, je pense qu'un maçon ne peut pas être pessimiste. Un maçon est fondamentalement quelqu'un d'optimiste. Et je terminerai en disant quelle est la différence entre espoir et espérance. Un espoir peut être déçu, l'espérance jamais. Et nous avons l'espérance du progrès. Voilà, ça me paraît… en tout cas, c'est ce que je pense. Merci. Oui, alors oui, je suis apparue comme pessimiste, mais en même temps, moi, je me disais justement que plus on sait et plus on a du mal à être optimiste. Et c'est sur la même base de la connaissance que je me basais pour dire ça. Quand on s'intéresse à toutes les dégradations s'opérer actuellement, je vous assure qu'on prend peur. Il faudrait éviter de toutes les citer, parce que quand on part dans ce truc-là, on devient très pessimiste, mais on a quand même réussi à construire un 7e continent avec toutes nos pollutions plastiques. On est détérioré complètement. Enfin, on retrouve même du microplastique dans les abysses. Enfin, voilà, on a détruit les sols, les sous-sols. Il y a des endroits où il y a 75% des insectes qui ont disparu. On tue le vivant et la biodiversité à une vitesse folle. Donc, effectivement, je veux bien être optimiste, mais je veux pas être innocente et naïve. Et je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, la problématique, c'est que ce n'est pas une histoire d'être contre la technique ou de se passer de la technique. Je crois que de toute façon, ça conditionne l'aménagement de notre vie. Donc, on a besoin de la technique. Mais aujourd'hui, cette technique, elle a préempté, en fait, la terre, le vivant, la matière. Et on se trouve dans des seuils vont nous faire basculer parce que justement, cette technique, c'est comme si c'était un réservoir dont on se serait servi pour le bien-être de l'humain. Et on n'a pas pensé en fait que la Terre était vivante et qu'il fallait avoir d'autres interactions avec elle. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut repenser. En ce sens, moi je crois plus en la spiritualité et en la sensibilité qu'en cette raison et cette technique que nous avons mis à outrance. Et je crois que j'ai cette envie, en tout cas, que la nouvelle humanité soit plus dans quelque chose qui tient du sensible, et de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence de la relation, de l'intelligence du lien, en fait, plutôt que de la technique pure et dure, c'est-à-dire matérialiste et rationnelle. Et je pense que nous avons besoin des deux, en fait, et que la technique doit être au service de la sensibilité et du vivant, et pas l'inverse. Et en ce sens, il y a vraiment une notion de progrès. Si la technique, c'est juste prendre la terre pour se servir, je crois que là, on va être mûr. Et voilà, c'était juste pour rebondir sur la question de pessimisme. Oui. Je crois que finalement, plutôt que de dire effectivement
optimiste ou pessimiste, la question est peut-être en fait d'avoir, si je comprends bien, un nouveau rapport au monde Oui. qui ne serait ni dans l'optimisme ni dans le pessimisme, mais qui pourrait être autre chose et enrichi de ce que tu appelles une sensibilité, une spiritualité, enfin on l'appelle après comme on veut, mais peut-être qu'il faut qu'on arrive à changer nos critères aussi de réflexion. Parce que j'ai vu dans les interventions, certains disent, oui, encore une fois, on fait des discours, il y a déjà eu des rencontres qui ont eu lieu à propos d'écologie et de toutes ces problématiques-là. Jamais rien n'aboutit. Donc finalement, à quoi est-ce que ça sert de faire tout ça, quelque part? Je crois quand même que ça sert à sensibiliser un peu tout le monde. Et justement, si on arrive à mettre ensemble, par exemple, les maçons, et c'est bien l'objectif, est-ce qu'on ne peut pas tous ensemble essayer d'être un poids qui va pouvoir faire avancer et progresser les choses? Sinon, la question se pose de ce que disait Frédéric tout à l'heure. Est-ce que sauver la planète, c'est encore la question ou pas? Frédéric? En tout cas, je pense qu'il y a aussi une notion dans notre société d'individualité, en fait. Et qu'il est vrai que, ben voilà, on est comme, en fait, c'est ce que disait Guénon, c'est le règne du nombre et de la quantité, en fait. Et peut-être essayer de revenir à quelque chose de plus qualitatif, mais aussi dans la relation à l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui, on est très pixelisé. Et avec le numérique, ça s'accélère. On a chacun notre casque sur la tête, chacun notre émission, chacun notre source d'information. Il est même difficile de communiquer entre nous et du coup de pouvoir proposer, et on le voit en politique, enfin c'est la cacophonie en permanence, il y a des groupes qui émergent et puis qui retombent, et puis c'est voilà, je ne sais pas comment dire ça, mais peut-être que nous, francs-maçons, on pourrait porter l'unité dans ce chaos, en fait. Je crois que c'est une opportunité pour nous de porter une parole extérieure et d'aller vers un progrès, et déjà un progrès d'entente. Entendre déjà sur porter ces paroles et ces problématiques pour pouvoir faire avancer les choses. Parce qu'effectivement, à l'échelle individuelle, on va tous prendre conscience, mais il faut qu'il y ait un moment, il y ait des actes collectifs. Et je pense que nous, en tout cas, je pense on peut porter ça. Enfin, moi, j'y crois beaucoup, en fait. C'est bien. Alain? Oui, juste sur cette notion de rupture, d'un point de vue technologique, il faut, j'espère, et je pense qu'il faut mettre tout en œuvre pour favoriser les ruptures technologiques. Ça me paraît être une évidence, mais en faisant quand même attention à pas prendre les exemples du XXe siècle avec ceux du début du XXIe siècle, parce que les conditions dans lesquelles nous vivons sont totalement différentes. Je m'explique, au début du XXe siècle, l'évolution démographique n'avait rien à voir avec celle que nous connaissons et que nous avons connue. L'existence des énergies et des produits renouvelables, leur consommation ne mettait pas en péril leur renouvelabilité, si j'ose dire. Et idem pour les énergies et les productions non renouvelables. Or, depuis un siècle, on a très largement entamé les unes et les autres, au point que, en termes d'énergie renouvelable, on a dépassé le pic de croissance et on diminue très largement. Donc, les choses ne sont pas automatiques. Et la rupture technologique est à aspirer, mais je pense qu'on ne fera pas pour autant, comment dirais-je, on n'évitera pas la rupture morale, et peut-être même sociologique et spirituelle. Je pense qu'on est, depuis 2 siècles, on a appris à passer du nous au je, et je pense qu'il va nous falloir réapprendre à passer du je au nous, et c'est-à-dire non plus se mettre au service de soi-même, mais que chacun de nous se mette au service de plus grand que soi. Et que notre manière d'évaluer les choses ne soit pas au niveau de notre individu, mais soit toujours posée en termes de collectif. Alors, Frédéric, je viens de voir une question qui est posée.
qu'est devenu le programme ITER? J'avoue que moi, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être toi, Le tu programme peux- ITER, je ne veux pas dire de bêtises que je ne suis pas spécialisée, mais c'est en fait une nouvelle forme d'énergie qui serait la fission nucléaire et plus la fusion. Donc c'est un programme, je crois, sinon européen, mondial, qui se trouve en Suisse. À côté Ah non, d'Aix-en-Provence, hein, mais c'est voilà. le contraire, c'est la fusion nucléaire et pas la fission nucléaire. Ah voilà, bon, c'est Voilà, l'inverse. l'énergie nucléaire, ok, aujourd'hui c'est la fission. Et le programme ITER est un programme qui se trouve à côté de Manosque, à côté d'Aix-en-Provence, et c'est le programme qui est un programme international, puisque je crois qu'il y a plus d'une trentaine de pays qui collaborent à la réalisation de ce réacteur qui est en cours de construction, qui est bien avancé. Et d'ailleurs, à côté de Salon de Provence, où j'habite, de temps en temps, on voit des convois ultra exceptionnels qui apportent des matériaux, des matières finies pour être assemblés à Manosque. Mais les premières expérimentations n'auront pas lieu d'ici quelques années, mais ça fait partie des technologies de rupture sur lesquelles un certain nombre de scientifiques parient allègrement. Et je vois que Alain Noël souhaite Oui, ajouter. Alain Noël? Oui, si je peux me permettre d'intervenir sur ce sujet, le programme ITER est un programme de rupture technologique. L'énergie nucléaire actuellement fonctionne sur la fission de l'uranium 235, qui est l'uranium enrichi à partir de l'uranium 238. C'est le mécanisme des bombes atomiques, des bombes A. Le programme ITER, ça consiste à faire fusionner, non pas fusionner les atomes de deutérium dans un tore cylindrique qui s'appelle un tokamak, porté à une extrême température, je pense que c'est 100 millions de degrés. Les atomes de deutérium fusionnent, donnent de l'hélium et libèrent une énergie considérable. Ça a un avantage extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de déchets radioactifs. Et donc c'est un programme de rupture pour l'avenir fantastique. Ça permettrait d'utiliser l'énergie que l'on connaît sous le nom de bombe H, bombe à hydrogène, qui est une bombe à fusion. Ça permettrait à partir de l'eau de mer et du deutérium qu'il y a dans l'eau de mer de disposer sur Terre, si la technologie va jusqu'au bout, d'une énergie quasiment inépuisable. Car le deutérium, il en existe des milliers de tonnes dans l'eau de mer, alors que l'uranium 238 va finir lui aussi par s'épuiser. Donc c'est vraiment un programme révolutionnaire. Nous avons la chance qu'il se passe en France. Effectivement, c'est une coopération internationale. S'il va jusqu'au bout, ça pourrait être un grand plus pour toute l'humanité et pas seulement pour la France, bien évidemment. On ne peut que souhaiter que ce programme aille jusqu'au bout, car ce serait disposer d'une énergie quasiment inépuisable. Ce serait complètement différent de ce que l'on vit actuellement. Actuellement, on va chercher l'énergie des éoliennes. Je profite d'avoir la parole. Tout le monde est persuadé que l'énergie éolienne est quelque chose de remarquable. Il suffit de se rendre compte en circulant en France que les paysages sont défigurés. Et en plus, quand on va voir la réalité des choses, l'énergie éolienne est une catastrophe, car les éoliennes ne tournent pas toujours, et on considère actuellement, je pense que ce que j'ai lu est exact, que les magnifiques éoliennes qu'on a en France ne tournent qu'à 20% de leur capacité parce qu'il faut du vent. Ce qui fait que si on produisait de l'énergie uniquement avec des éoliennes, il faudrait, et on a commencé déjà, à construire des centrales à gaz ou à charbon. En Allemagne, on reconstruit des centrales à charbon pour suppléer les éoliennes quand elles ne fonctionnent pas. En pratique, les éoliennes ne fonctionnent jamais à 100% de leur capacité. On considère qu'en moyenne, elles fonctionnent à 20-25% de leur capacité. Je vous laisse juge de la complexité de cette affaire, dans laquelle il y a bien entendu des intérêts économiques majeurs pour ceux qui fabriquent les éoliennes, bien sûr. Avec de plus une énergie qui n'est non pilotable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler au moment où on en a le plus besoin. Ouais, non, c'est vrai que le programme ITER est un immense espoir pour l'avenir. Et je suis persuadée également que ce n'est pas avec les éoliennes que nous allons changer de civilisation. Donc voilà, quoi. Mais oui, sur ces questions, il y a tant à dire sur les questions énergétiques. De toute façon, on dépend encore massivement du pétrole. Et tant qu'on n'arrivera pas à sortir de là, je pense que toutes nos questions resteront
parce que on fait remonter les revendications, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse politique à l'échelle du pays et même à l'échelle internationale sur un changement, même minime. Pour l'instant, il est là le problème, c'est que la question écologique prend de l'ampleur, les gens sont de plus en plus, sont massivement sensibilisés, j'avais envie de dire de gré ou de force, hein, parce que quand on subit des incendies à répétition, finalement, les plus sceptiques d'entre nous ont fini par comprendre qu'il se passe quand même quelque chose, mais la réponse politique est absente. Je ne sais pas comment on peut pallier à ça. Alors, je voudrais revenir sur une question parce qu'il y a eu plusieurs observations qui ont eu trait soit à la démographie, on en a déjà parlé, soit à la pauvreté liée à la démographie. Il a été question aussi des réfugiés climatiques. Tout cela allant de pair. Et il a aussi été question de la recherche par certains de l'immortalité physique qui pourrait paraître comme étant peut-être un but pour la médecine. Or, est-ce que tout ça, c'est pas de fait contraire à l'écologie? Je vais m'adresser au médecin, Alain Noël. Est-ce qu'il y a, enfin, moi je ne crois pas, mais bon, il y a une vraie recherche de l'immortalité physique? Je ne pense pas, ou alors peut-être par certains, mais comment est-ce qu'on peut arriver à concilier tout ce qui pourrait être à la fois, alors je ne parle pas là de l'augmenter dans ce qu'il peut apporter comme intérêt pour soigner un certain nombre de maladies, et on sait bien que c'est important, mais dans peut-être quelque chose qui serait de l'ordre de la longévité et qui, au bout du compte, pourrait effectivement paraître contraire à tout ce qu'on vient de dire là. Je pense qu'il y a le rêve depuis l'origine du monde que l'homme puisse prolonger sa vie indéfiniment. C'est bien sûr un rêve qui restera un rêve. Ce qui est possible, c'est d'augmenter la durée moyenne de vie et la durée de vie de chacun d'entre nous de manière assez longue et dans des conditions satisfaisantes. Mais c'est ce qui s'est produit avec l'explosion scientifique du siècle dernier. Il y a 3 ou 4 générations, mettons en début du XXe siècle, la durée moyenne de vie devait être aux alentours de 40 à 50 ans. Actuellement, dans les nations occidentalisées, la durée moyenne de vie est de près de 80 ans pour les femmes et 78 ans pour les hommes. C'est-à-dire qu'il y a eu un chemin parcouru énorme. Maintenant, sur le plan purement scientifique, on considère que on pourrait penser que l'homme puisse atteindre une espérance de vie inéluctablement éteinte aux alentours de 120 ans maximum. C'est-à-dire que l'idée que l'on puisse atteindre l'immortalité est une idée parfaitement fantasmagorique, et en plus, ce serait une très mauvaise chose. La tentation de l'immortalité existe pour chacun d'entre nous, la tentation de la survie de l'âme après la mort existe pour chacun d'entre nous. Je n'entrerai pas dans le détail des croyances personnelles qui sont respectables. Il est bien certain que toute vie a un terme et qu'il n'y a rien de permanent. L'impermanence est absolue, y compris pour la conscience de chacun d'entre nous, mais c'est ma philosophie personnelle. Donc je pense que l'on ne pourra jamais dépasser une durée de vie qui est permise par la physiologie humaine telle qu'on la connaît de 120 ans au maximum. Je pense que les progrès de la médecine, les progrès techniques, les progrès aussi des conditions de vie qui sont très importantes, permettront d'obtenir de vivre correctement jusqu'à 80-90 ans sans trop de problèmes. Vous savez, il y a, même juste après la guerre, quelqu'un qui avait 50-60 ans était quelqu'un qui était, pas usé, mais qui était fatigué. Et les gens qui prenaient leur retraite, bien souvent, ont constaté qu'ils n'en profitaient pas beaucoup. Aujourd'hui, il suffit de regarder autour de vous, vous rencontrerez des gens de 60 ans qui sont en parfaite forme physique, et je ne parle pas de ceux qui ont 70 ou pas loin de 80 ans, dont une bonne majorité sont encore en parfaite forme physique. C'est-à-dire qu'il y a un progrès
conséquent et un progrès permanent qui n'a pas atteint son terme. Mais il faut savoir que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que la durée de vie humaine est limitée. On pense aux alentours de 120 ans maximum. Donc l'immortalité de l'âme, je la laisse à chacun d'entre vous. L'immortalité du corps, c'est une illusion. Alors il y a la possibilité, c'est ceux qui pensent du transhumanisme, c'est Kurt Weill qui a travaillé pour Google, c'est d'imaginer que l'on pourrait transplanter le cerveau sur un ordinateur de manière à garder le cerveau, puisque le corps se délabrera. Il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. Le cerveau est un organe comme les autres organes. Il vieillit, il y a des neurones qui s'altèrent, il y a des vaisseaux qui s'obturent. Le cerveau finit aussi par vieillir et par disparaître. L'idée que l'on puisse survivre à sa propre fin physique est une idée absolument fantasmagorique. Ça peut faire l'objet de science-fiction, de romans de science-fiction, de très beaux films, mais à courte vue humaine, tout le moins, et à courte vue d'une civilisation, c'est tout à fait illusoire. J'ai dit. Un petit complément, si vous permettez, un petit désaccord avec Alain Noël. Moi, je suis très content que les milliardaires américains investissent des milliards en recherche et développement dans leur quête de l'immortalité. Je suis comme lui, je ne crois pas du tout à l'immortalité, mais je crois que quand on investit des milliards de dollars, comme les gens de Google ou les gens de Facebook, etc., il en retombe toujours des résultats en matière de médecine traditionnelle, classique, d'amélioration des soins, etc., et des thérapies, exactement. Et donc, je pense que l'idée qu'on a actuellement d'une limite à 120 ans, je pense que c'est une idée qui est fondée sur notre état de l'art actuel. Mais si, comme ces gens-là, ces milliardaires américains qui ont comme cible le transhumanisme et la vie éternelle, ils voient l'homme comme une voiture. Quand une voiture a une batterie qui tombe en panne, on prend une autre batterie et on la change. Et donc, ils imaginent qu'on va être capable de changer tous les organes défaillants de l'homme. Alors, on est à peu près capable de tout changer dans un homme, dans un corps humain, sauf le cerveau, sauf le psychisme, etc. Maintenant, actuellement, on constate qu'il y a un vieillissement des cellules cérébrales, etc. Mais rien ne nous dit qu'on ne trouvera pas des pharmacopées ou des solutions qui permettront, sinon d'abolir ce vieillissement, au moins de le retarder. Et donc, cette idée de l'augmentation de la durée de vie, qui est un sous-produit de cette quête d'immortalité, moi, ça me paraît quelque chose d'intéressant. Et puis, une dernière remarque, si on est passé de 2 milliards d'individus à 7 milliards d'individus, ce n'est pas uniquement parce qu'on a fait plus d'enfants, c'est parce que la durée de vie de ceux qui sont présents sur cette terre a considérablement augmenté. Et ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on va plutôt, quand la génération des boomers dont on parle va commencer à disparaître, on va vers un espèce de plateau dans l'augmentation mondiale de la population. Donc, cet effet d'allongement de la durée de la vie avec les techniques médicales et l'amélioration de la qualité de la vie et des conditions sanitaires, elle est aussi responsable de l'augmentation de la quantité de population sur cette terre. Mais là aussi, ça n'ira pas, on ne sera pas dans 30 ans, on ne sera pas à 15 milliards ou à 20 milliards d'individus sur Terre. On va vers un plateau. Donc, ça me renforce mon optimisme et mon idée qu'il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Il faut justement faire que cet avenir soit souhaitable. Frédéric, tu veux dire un mot sur cette question ? Oui, alors je m'interroge toujours, c'est vrai, c'est toujours cette notion, selon moi, d'essayer de s'extirper de notre nature et par la pensée, on a commencé à s'extirper du vivant et maintenant, avec la technique, on veut toujours aller plus loin. Donc là, le transhumanisme ou l'augmentation de nos capacités ou aller vers une autre planète, bon, effectivement, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense qu'on a effectivement bénéficié de nombre de ces recherches, etc. Maintenant, c'est vivre 120 ans, mais dans quelles conditions de vie sur la planète, dans quelle société, avec quelles inégalités, c'est toujours pareil. Je pense moi, je suis pour favoriser le bien-être, le bonheur et changer de critères plutôt que des critères toujours de puissance, de performance, de toujours plus. Je suis plutôt pour revenir sur des critères de vie qualitative. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bien-être? Et je pense que ça passe aussi, la santé, ça passe aussi par la
à l'autre, hein. L'immunité collective, c'est notre capacité à être en lien. Et je crois que je suis plus sur à essayer de tisser ces valeurs qui, selon moi, sont humanistes, plutôt que toujours à essayer de s'extirper par la technique de nos conditions de vie. Moi, j'irais plus vers quelque chose qui est plus qualitatif et vivre parfaitement l'instant présent, se réapproprier le bonheur, le rire, la joie, comment on appelle ça, l'échange, plutôt que d'essayer de vivre 120 ans. Alors, si on vit 120 ans, allons-y. Mais bon, essayons déjà de vivre 70 heureux et ce sera parfait. Voilà. Merci Frédéric pour ces paroles optimistes. Alain, tu veux poser une dernière question? Non, je ne voulais pas poser de dernière question, surtout en matière de transhumanisme, qu'à Dieu garde qu'on aille greffer mon cerveau sur un quelconque ordinateur, ça ne vaudrait pas les points de soudure. Donc, non, mais il y a deux réflexions, je crois, sur lesquelles on doit continuer à réfléchir. C'est le rôle futur en tant qu'individu et en tant que franc-maçon. Et je crois que là, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau, par exemple, des obédiences, on a véritablement quelque chose à penser et ensuite à faire. Et puis, il y a trois mots qui ont été, enfin, en tout cas un mot qui a été prononcé et deux mots qui ont été écrits que je n'ai pas exprimés. C'est le mot espérance, c'est le mot adaptabilité et c'est le mot intelligence collective. Et de ces trois mots, j'en ferai comme une espèce de résumé, une équation. L'espérance, c'est pas autre chose que l'intelligence collective multipliée par l'adaptabilité. Voilà. Et c'est là-dessus que moi, je parie malgré tout sur l'avenir et notre capacité à le modifier. Eh bien, Alain, je crois que voilà une excellente conclusion. Qu'en penses-tu, Frédéric? Eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Voilà. Je crois, voilà. On a essayé de faire un peu le tour des questions. Voilà, le sujet est extrêmement vaste et je crois que Alain a tout à fait raison de dire que c'est aussi à nous, sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, nous, francs-maçons, à nous saisir de ces questions. Et puisque nous organisons régulièrement des conférences, des entretiens, etc., je crois que peut-être là aussi, nous avons des pistes de réflexion et peut-être pas uniquement des pistes de réflexion. Je crois que ce qui est demandé par beaucoup, et je crois que c'est indispensable, il faut proposer des actions. Il ne faut pas qu'on se contente. On réfléchit beaucoup et c'est aussi notre rôle en maçonnerie de faire ça, mais on doit passer à l'action. On ne peut pas s'arrêter à la réflexion. Il manque le pas suivant. Donc, je crois que notre frère Jean-Robert le rappelait tout à l'heure, nous devons agir et nous devons agir dans la société, à tous les niveaux de la société. Je crois que c'est fondamental. Alors, écoutez, je crois qu'il est bientôt 21 heures. Vraiment, je voudrais remercier Frédéric qui nous a permis de tenir cet entretien malgré les aléas indépendants de notre volonté. Vraiment, Frédéric, merci infiniment. Chacun des intervenants ici a pu apporter sa pierre et je vais, avant de vous laisser tous aller, demander à Alain Noël de bien vouloir nous présenter le conférencier de la semaine prochaine, puisque ce sera notre dernier entretien de l'été, mais je crois que ça va être un magnifique entretien à nouveau que celui de la semaine prochaine. Donc Alain Noël, je te laisse présenter l'entretien de la semaine prochaine si tu le veux bien, merci. Merci Marie-Thérèse, mais avant de présenter, je voudrais également m'associer aux remerciements que tu as prodigués à Frédéric Montes, car à partir d'un exposé qu'elle a un peu improvisé cet après-midi. Oui, ça s'est vu, hein, l'improvisation, et je crois que là, on a fait preuve d'intelligence collective ce soir. Elle a su intéresser tout le monde, car il y a eu très peu de déconnexion, même maintenant. Et par ailleurs, ça a suscité une foule de questions. Nous n'avons jamais eu autant de questions suscitées par une intervention. Voilà ce que je voulais dire. Donc je te remercie Frédéric, et puis effectivement, j'espère que nous ferons preuve d'intelligence collective tous ensemble. Alors nous terminerons notre série d'entretiens jeudi prochain, 2 septembre, et pour terminer ces entretiens qui avaient trait à l'éthique, nous avons demandé au professeur Paul Atlan
de traiter l'éthique en question. Et Paul Atlan nous a suggéré, mais ça m'allait très bien et ça allait très bien à Marie-Thérèse aussi, de mettre un sous-titre. Le sous-titre, ce sera Humanisme et médecine. Qui est Paul Atlan? Paul Atlan est professeur et il a été professeur de gynécologie obstétrique à Antoine Bécler, puis à l'hôpital Foch. Il a été, j'allais dire presque élève, mais c'est pas le bon sens du terme, mais il était le collaborateur à l'époque de Friedman. Friedman, vous connaissez, c'est en 1980 quelque chose, c'est le bébé éprouvette, la première fivette en France. Et donc il s'est intéressé très tôt à tout ce qui concernait les questions d'éthique et de filiation, les questions d'éthique et de reproduction, et partant, en fonction des différentes pratiques religieuses, des différentes croyances religieuses, il s'est intéressé à mettre en place une consultation d'éthique transculturelle sur les religions à l'hôpital Antoine Bécler d'abord et puis maintenant à l'hôpital Foch. Et c'est sur tous ces sujets que nous l'interrogerons et qu'il nous fera part de son expérience à la fois de praticien, car c'est un praticien hospitalier, praticien ça veut bien dire ce que ça veut dire, de médecin, de professeur et en même temps de responsable d'une consultation d'éthique et quasiment d'une philosophie de l'éthique et des religions dans notre société. Donc rendez-vous jeudi prochain, 19h30, avec Paul Atlan, que je remercie déjà par anticipation. Je rends la parole à Marie. Merci à tous. Bonne soirée. Vous étiez très nombreux et nous avons tous vraiment été très heureux de vous voir ici présents et j'espère bien que vous serez tous ici la semaine prochaine. Merci infiniment. À bientôt. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. Frédéric. Vraiment. Bonne soirée à tous. Au revoir.